Alors, bonjour mes petits secondes. Aujourd'hui, c'est la deuxième vidéo de cours. Donc, hop, pardon, je retrouve l'endroit. Voilà. Donc, on s'était arrêté la dernière fois ici. On va donc continuer et très rapidement finir ce chapitre et puis faire le chapitre suivant qu'on a vu pendant le TP. Donc, l'application de la règle du duet et de l'octet, c'est on peut déterminer l'ion que va former un atome. On peut déterminer en se servant du fait qu'un atome va toujours essayer d'acquérir la structure électronique du gaz noble ou rare le plus proche de lui. Donc en gros, il va essayer d'aller soit en K2, soit en K2L8, soit en K2L8, M8. Donc il va soit gagner ou perdre des électrons pour atteindre ces structures électroniques. Et il va le faire de telle manière à ce que ça soit le plus facile possible. Par exemple, l'atome d'oxygène, il a Z égale 8, il a 8 électrons, car il a 8 protons, et comme c'est un atome, il est neutre électriquement, donc il a aussi autant de protons que d'électrons, donc 8 électrons. Sa structure électronique, c'est K2L6. Donc il a deux choix. Soit il va en K2, et dans ce cas, il doit perdre 6 électrons qui sont sur sa couche L pour atteindre K2, ou alors il va en gagner 2 de plus pour arriver en L8. Donc le plus simple, c'est en gagner 2 plutôt qu'en perdre 6. Il va donc gagner 2 électrons et obtenir la structure électronique K2L8. Et donc on sait que l'oxygène formera l'ion O2-, 2- parce qu'il a gagné 2 électrons qu'un électron négatif. Voilà. Donc la règle du duet et de l'octet vous permet de déduire quel ion va former un atome. Donc là je reviens sur la diapo d'avant. Hop, pardon. Voilà, je vous laisse faire pause. Comme ça vous copiez le cours. Donc là vous avez fini de copier le cours, cette diapo là, je vous mets la celle d'après. Voilà, vous pouvez refaire pause. Oups, pardon. Et voilà, vous copiez ça. Donc là, on a fini le chapitre. On va faire des exercices en classe en fonction de votre classe. On va passer maintenant au chapitre d'après. Donc ça, c'est fait. Donc là, ce qu'on a vu comme chapitre en TP, on a commencé le chapitre, bon, on l'a même fini, hein, je dirais le chapitre sur les molécules. Donc tout d'abord, un petit rappel pour ceux qui ont du mal avec les termes molécule-atome. Une molécule, c'est un assemblage d'atomes qui sont liés entre eux. Donc, je vous laisse faire pause 2 secondes pour copier ça. Vous me refaites pause ici. Ensuite, on passe au grand 1. Donc en fait, on a deux modèles moléculaires. C'est ce qu'on a vu en TP. Donc il existe le premier modèle moléculaire. Alors déjà, à quoi ça sert? Ça sert simplement à voir dans l'espace comment s'organisent les atomes entre eux pour former les molécules. Et on a vu deux types de modèles. Le premier, c'est le modèle moléculaire éclaté. Donc c'est celui où les atomes sont des boules de couleur et il y a des traits entre eux, des tiges entre eux, pour représenter les liaisons entre eux. Et puis après, le deuxième modèle, c'était le modèle moléculaire compact. Et là, les liaisons n'apparaissaient pas. Donc là, je vous laisse faire pause et recopier ça. Donc, voici deux exemples de modèles moléculaires, les deux modèles moléculaires avec un exemple chacun. Ici, on a le modèle moléculaire éclaté, donc là, on a des boules, avec des petits traits entre eux, des tiges, qui servent à représenter les liaisons électroniques entre les deux atomes. Là, par exemple, entre un atome de carbone et un atome d'hydrogène. Chaque atome donné a une couleur donnée, par exemple, gris-noir, c'est le carbone, blanc, c'est l'hydrogène, rouge, l'oxygène, et bleu, l'azote. Ici, on a le modèle moléculaire compact. Donc là, on ne représente plus du tout les liaisons et on fait juste des boules à coller les unes aux autres. Donc là, on a l'atome d'azote qui est ici, sur lequel on a collé trois atomes d'hydrogène représentés par des boules blanches. Ça, c'est la molécule d'ammoniac. Et ici, c'est la molécule de valine, qui est la molécule qui va nous servir d'exemple pour la suite. Donc là, je vous laisse faire pause et copier. Pas la peine de recopier cette molécule qui est quand même assez difficile et fatigante à recopier.
À la rigueur, ce que vous faites, c'est que vous dites allez voir le TP parce que c'est l'une des molécules, la première molécule du TP qu'on a fait dessus. Donc là, vous avez dû finir de copier cette partie-là. On va passer à la partie d'après. Donc on passe aux formules et aux isomères. Donc tout d'abord, on va parler de la formule développée. La formule développée, c'est on précise le genre de l'atome, ça veut dire son symbole, c'est un atome de carbone, d'azote, etc. Comment sont enchaînés les atomes, et puis on fait apparaître toutes les liaisons, et on les représente par des traits. Si on prend l'exemple de la formule développée de la molécule de valine, on obtient cette formule-là. Donc là, par exemple, l'atome de carbone est représenté donc ici par un C. Ces trois liaisons avec chacun un atome d'hydrogène sont représentées avec un trait pour la liaison, et puis on marque H pour dire qu'il était lié à un hydrogène, et ainsi de suite. On voit bien que tout à l'heure, si on faisait un petit peu attention, si on revient un petit peu avant, qu'ici on avait bien deux traits entre ce carbone et cet oxygène-là. C'est parce qu'il y a une double liaison, ils sont doublement liés entre eux. Donc si je reviens là, elle est bien représentée aussi ici par deux traits. Je vous laisse faire pause et recopier. Donc normalement c'est bon. Alors ça c'est la formule la plus fatigante mais la plus précise pour représenter une molécule. Comme nous les physiciens on est des feignasses, on a trouvé le moyen d'autres formules pour gagner du temps et moins se fatiguer. La formule semi-développée, c'est on va représenter comme tout à l'heure toutes les liaisons sauf celle de l'hydrogène. Comme l'hydrogène est très présent dans les molécules et qu'il fait toujours qu'une seule liaison, on va représenter les liaisons des autres atomes, mais pas celles de l'hydrogène. Pour l'atome d'hydrogène, au lieu de représenter des liaisons, lorsqu'il est lié à un atome, on écrira à côté de cet atome un H pour hydrogène, et on marquera en indice le nombre d'atomes d'hydrogène qui sont liés à cet atome. Si on n'a qu'un seul qui était lié à un atome, on ne met pas de chiffre. Exemple, toujours la molécule de valine. On voit ici tout à l'heure qu'on avait trois liaisons hydrogènes, donc une là comme ça avec un H, H ici, H ici. Cette fois-ci, on ne les représente plus, mais on met un H à côté du carbone et on indique 3 pour dire qu'il est lié à 3 atomes d'hydrogène. Ici, il n'y a qu'un seul H, ça veut dire que cet atome de carbone, il est lié à un seul atome d'hydrogène. Si ce n'est pas un atome de carbone, parce que c'est souvent l'atome de carbone qui est lié à des atomes d'hydrogène, comme par exemple ici l'oxygène, on écrit à côté du symbole O l'hydrogène. Par contre, vous voyez que toutes les autres liaisons ont été représentées. Il n'y a que les liaisons avec les atomes d'hydrogène qu'on n'a plus représentées. Ce qui fait quand même un gain de place. Si on regarde la différence entre celui-là et celui-là, c'est quand même beaucoup plus lisible et beaucoup moins gros comme formule. Je vous laisse faire pause et copier. Donc on reprend la formule brute. Alors c'est la formule la plus courte possible. On va simplement indiquer en indice de chaque symbole, de chaque atome, le nombre de fois qu'il y a cet atome dans la molécule. Et c'est pareil que tout à l'heure, s'il y en a un seul, on ne met pas de chiffre. Donc pour la molécule de valine, ça donne ça. C5H11O2N. Ça veut dire que dans la molécule de valine, je sais que j'ai 5 atomes de carbone, 11 atomes d'hydrogène, 2 atomes d'oxygène et 1 atome d'azote. Par contre, cette formule ne vous donne aucune indication sur comment s'enchaînent les atomes. Donc c'est pratique pour certains calculs et certains exercices, mais on n'a pas beaucoup de précision sur la géométrie et l'arrangement des atomes ici. Je vous laisse faire pause et copier. Alors, pourquoi c'est important parfois d'avoir la formule électronique, la formule développée ou semi-développée de votre molécule? C'est parce qu'avec une formule brute, on peut avoir plusieurs molécules qui ont la même formule brute, mais pas la même formule développée. Ça, c'est ce que vous avez vu au TP à la toute fin, dans la partie isomère, parce qu'on appelle des isomères des molécules qui ont la même formule brute, mais pas la même formule développée. Par exemple, si je prends la formule brute C4H10O, d'accord, vous avez plusieurs molécules qui ont la même formule brute, mais qui ne sont pas pareilles. Par exemple, là, on a ce qu'on appelle le butane de Hall, qui est cette molécule, qui a donc cette formule brute ici, et on a aussi le 2-méthylpropane 1-Hall, qui a une formule développée ici, qui est différente de celle-là. Pourtant, ils ont la même formule brute. Donc voilà la définition d'isomère. Je vous laisse faire pause et copier.
Alors maintenant, on va s'intéresser un petit peu à la raison de pourquoi des atomes font des liaisons et qu'est-ce qu'une liaison chimique finalement, parce que là on parle de liaison entre atomes, on n'a pas précisé ce que c'était vraiment. Alors, là j'ai représenté un atome noir avec un électron en orange pour le différencier les deux, hein, et ici un atome rouge avec un électron vert. Alors là, c'est le petit passage amour, gloire et beauté. Donc là, je vais l'expliquer d'une manière imagée en parlant d'amour, etc. Bien sûr, ce n'est pas du tout la réalité. Hein. Il y a des raisons derrière énergétiques, etc. Mais on peut l'interpréter de cette manière qui je trouve un peu plus fun et qui est plus facile à retenir. Donc voilà, on a deux électrons. Ils sont seuls, les pauvres petits. Ils sont seuls et se sentent désespérés, célibataires. Et là, l'électron orange voit l'électron vert. Ah, le coup de foudre. Ils tombent amoureux l'un de l'autre. Et là, que se passe-t-il? C'est génial. Ils ne peuvent plus se lâcher, ils deviennent amoureux. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Concrètement, ils sont amoureux, ils se mettent à tourner l'un autour de l'autre et ne se lâchent plus. C'est collé serré, hop, l'amour for life. Donc là, comme ces deux électrons tournent très proches l'un de l'autre et restent collés l'un à l'autre, entre guillemets, comme lui, il appartient à lui, donc l'atome noir est forcément près de l'électron orange, et l'atome rouge est forcément près de l'électron vert. Dû à ça, les deux électrons se retrouvent, les deux atomes se retrouvent collés l'un à l'autre. Et donc c'est ce qu'on appelle une liaison chimique. Finalement, une liaison chimique, c'est une mise en commun de deux électrons qui vont se mettre à tourner l'un autour de l'autre. Et du coup, ça oblige les deux atomes à rester proches l'un de l'autre. Donc c'est ce que j'ai écrit ici. Donc là, je reviens un petit peu en arrière. Hein. Donc je vous laisse faire pause et copier. Je vous laisse refaire pause et copier. On passe à la suite. Je vous rassure, on arrive bientôt là. C'est la dernière diapo. Alors, il faut savoir que les atomes sont très possessifs. Certes, ils avaient un électron, maintenant il y a un autre électron qui s'est ramené, qui est tombé amoureux de leur électron, mais pour eux, ils ne voient pas l'autre atome, entre guillemets. Pour eux, ils sont persuadés que les deux électrons qu'ils voient à côté d'eux leur appartiennent. Ça veut dire que l'atome noir, il est persuadé que l'électron orange et vert lui appartiennent, et l'atome rouge de même. Du coup, il a l'impression, chacun des atomes a l'impression d'avoir gagné un électron. Alors, maintenant, d'où est l'intérêt de faire une liaison électronique pour un atome? Si on regardait l'atome de carbone, vous avez vu en TP qu'il ne fait toujours 4 liaisons. Et on sait que l'atome de carbone, il a une structure en K2L4. Donc en fait, en faisant 4 liaisons, comme on a dit qu'à chaque fois qu'il faisait une liaison, il avait l'impression de gagner un électron, entre guillemets, il a l'impression d'avoir gagné 4 électrons. Et du coup, il se retrouve avec une structure électronique K2L8. Donc il a l'impression d'être en K2L8, hein, il ne l'est pas vraiment, hein, attention. Mais du coup, pour lui, il est en K2L8, et du coup, il a atteint une configuration électronique stable, la règle de l'octet, et du coup, il est content. L'atome est content, il fait 4 liaisons, et voilà. Je vous laisse faire pause et copier cette dernière diapositive. Donc voilà, c'est la fin de ce chapitre. J'espère que vous n'avez pas trop souffert, et puis on se revoit bientôt en cours de toute façon. Allez, bonne journée ou soirée en fonction de l'heure.